vos caméras. Et comme ça, Caroline va pouvoir lancer l'enregistrement du webinaire. C'est OK pour toi, Caroline? Yes, c'est bon. Eh bien, très bien. Donc, de nouveau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue et un grand merci de participer à ce webinaire qu'on va dérouler ensemble là, sur la thématique du Project Manager Officer au cœur de votre organisation projet, avec notamment un point sur un développement sur la gestion de projet, de portefeuille projet et le lien du PMO dans tout ça. Quelles sont ses missions en tant que clé de voûte du système? Ce webinaire, donc, on va être ensemble jusqu'aux alentours de 10 heures. Je remercie déjà par avance notre super témoin Karine de chez Stobli qui va pas tarder à se présenter. Et moi-même, donc, je m'appelle Alexis Garros, donc Optime Ressources, consultant formateur avec cette expertise dans le management de projet, aussi bien sur les côtés méthodes et outils que les aspects relationnels leadership. Et donc, je vais animer ce webinaire avec Karine. Donc, durant ce webinaire, en termes de règles, Caroline, qui est également d'Optime Ressources, assurera on va dire le off sur les questions qui peuvent se poser. S'il y a quelqu'un qui a un problème, s'il y a quelqu'un qui lève la main, n'hésitez pas à le faire en utilisant les fonctionnalités de Teams. Je pense que maintenant, tout le monde les connaît. Pensez à désactiver votre micro et la caméra pendant la conférence, qu'on n'ait pas d'écho ou de parasites. Et n'hésitez pas à communiquer par chat, hein. De toute manière, Caroline fait un lien avec le chat et puis ça nous permettra notamment, si vous avez des questions qui viennent, pour ne pas les perdre de vue, lancez-les dans les chats et on se prendra un petit temps de questions-réponses à la fin du témoignage de Karine. J'entends les bips de personnes qui arrivent, donc bonjour à toutes les personnes qui arrivent, hein. Deux petits mots sur Optime Ressources. Donc, Optime Ressources, nous sommes un cabinet de conseil formation. Nous sommes implantés sur Lyon avec, en termes de périmètre d'intervention. Donc, on intervient chez nous dans deux pôles d'excellence pardon, que nous appelons l'excellence opérationnelle et l'excellence managériale, et notamment avec un ADN fort autour de la théorie des contraintes, dont l'idée est de clarifier le but de l'entreprise, d'une organisation, d'un service, enfin sa finalité pour euh, agir globalement sur tout ce que l'on fait pour atteindre ce but, et notamment de travailler sur où est la ressource contrainte, ressource critique dans le système, pour adapter l'organisation du système en fonction de cette ressource contrainte. Et si on va un peu plus dans le détail, vous voyez dans ce slide un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous intervenons. Et moi, notamment, je suis beaucoup dans du management de projet, comme je citais tout à l'heure, qui fait le lien aussi bien que de l'excellence opérationnelle et le managérial. C'est le côté hard skills et soft skills. Donc, Optime Ressources, donc nous existons depuis 86, on doit être 21 ou 22 aujourd'hui chez Optime, avec un point important dans notre organisation qui date de 2019. Nous sommes organisés sous format de scope, ce qui est un point, je pense, différenciant et important dans nos valeurs. Et voilà, une belle croissance et une belle activité qui nous réunit sur une intervention qui va en gros en local et globalement national, voire international. Je continue et un grand merci à vous toutes et vous tous, participants à ce webinaire. J'ai mis des logos en gros de toutes les personnes qui sont présentes ici. J'espère que je n'ai pas oublié parce que j'ai fait un lien avec notre liste des participants et peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées plus tardivement et j'ai zappé. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse, mais globalement, voilà la représentation qu'on a dans cette salle Teams. Et je vous en remercie parce que c'est super riche et ça permet de faire un beau partage avec des horizons divers et variés. Hop, pour les chats, j'en ai parlé. Donc, toutes les questions, n'hésitez pas à les citer dans le chat et on se prendra un petit moment de questions-réponses entre 5 et 10 minutes à la fin de notre témoignage de Karine. Karine, je vais te laisser la parole. Si tu peux donc commencer par te présenter Stobli et puis après, on continuera. Merci Alexis. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais commencer parce qu'en fait, Alexis m'a lancé le challenge et c'est la première fois que je vais tenter ce type d'expérience de faire un webinaire. Donc, il m'a lancé un petit challenge et je suis là parmi vous pour essayer de le tenir. Donc, si je me présente,
Donc aujourd'hui, si je vais présenter, déjà peut-être mon background, donc je suis plutôt quelqu'un qui est technique à la base. Donc j'ai fait des études mécaniques et après j'ai fait aussi un bac électronique. Donc j'ai toujours été dans le côté très technique. Et j'ai passé 2 certifications. Donc j'ai commencé par me faire certifier PMP, du PMI, donc depuis 2017. Et en fait, en faisant cette certification, je me suis rendu compte aussi que le Lean était très proche de tout ce qui était projet. Donc, j'ai commencé la certification Yellow Belt que j'ai eue et je suis en cours de certification Green Belt. Et mon objectif après, c'est d'aller jusqu'à la Black Belt. J'ai mis un peu des images de ce qui me ressemble. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai participé à des équipes qui étaient Top Fab, qui étaient aider des jeunes à faire des robots. Je fais partie de groupes tels que Industriel, qui est d'essayer d'avoir plus de femmes dans l'industrie. Donc, c'est comment faire en sorte que des femmes aussi s'intègrent dans l'industrie. Et après, je suis quelqu'un qui adore bouquiner et adore s'enrichir sur les projets. Donc, j'adore les revues telles que Harvard Business Review, ainsi de suite. Mon parcours professionnel, donc je suis passée du vide. J'ai commencé chez Pfeiffer Vacuum en 2002, donc je suis passée du vide à la robotique. J'ai commencé à Pfeiffer Vacuum en 2002 jusqu'à 2024. J'ai passé différentes postes. J'ai évolué au sein de Pfeiffer Vacuum, donc qui fait des pompes à vide. Donc j'ai commencé en tant que chargée d'affaires. J'ai travaillé dans la production. Après, j'ai été responsable de R&D sur un produit. Après, j'étais responsable de l'industrialisation. Après, je suis devenue chef de projet où j'ai géré plusieurs projets de plusieurs millions sur des développements de nouveaux produits. On m'a proposé après de prendre le poste de PMO. Donc, j'ai commencé à être PMO en 2018. J'ai commencé à prendre le poste, donc une gestion d'une équipe de chefs de projet, de la mise en place de gestion de projet. Et en 2020, j'ai pris le poste de Global PMO, c'est-à-dire que j'ai pris la responsabilité de la gestion de projet worldwide. Et cette année, j'ai décidé de franchir un pas et je suis venue chez Stobly et je suis aujourd'hui division Supply Chain Controller pour une division robotique. Super Karine, et pour faire du lien avec cette présentation, donc nous et Karine, on s'est connus à ce moment-là, hein, à peu près quand Karine a commencé à être chef de projet chez Pfeiffer Vacuum, donc on a bien travaillé ensemble sur tout ce parcours, et c'est intéressant, ça m'amène une première question, c'est pourquoi ce changement aujourd'hui de passer vers le monde de la finance? Donc effectivement, j'ai fait un pas. Je n'ai aucun background financier, entre guillemets, on va dire côté éducation. Et qu'est-ce qui m'a amené à la finance? C'est qu'en fait, quand on lance des projets, donc on pense beaucoup time to market, il faut tenir notre time to market. On a beaucoup d'outils pour tenir nos time to market. Et en fait, on a une deuxième composante qui est très importante dans les projets, qui sont, les coûts des projets et les coûts des produits qu'on va sortir, qui va nous faire derrière calculer notre retour sur investissement. Et en fait, c'est ce côté-là où je me suis dit, j'aimerais l'approfondir, comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres, comprendre ce qui amène à tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller côté finance. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand j'étais Global PMO, j'avais déjà pris une partie de la finance parce que je gérais les budgets de développement et la capitalisation des coûts de R&D. Donc, j'avais déjà commencé à mettre un pas dans la finance. J'ai trouvé ça intéressant pour mieux comprendre ce qui se cachait derrière et justement comment faire parler les chiffres pour prendre mieux les décisions. Et je me suis dit, il faut que j'apporte maintenant ma contribution aux personnes en disant, je vais mieux montrer les chiffres pour que mieux apporter des décisions quand on fait des portefeuilles projets. Ok, Voilà. super, super intéressant et qui assure un bon lien et je pense que c'est des bonnes discussions qu'on aura avec notre ADN que je citais tout à l'heure avec la théorie des contraintes et la vision qu'on peut avoir justement de la vision financière dans l'organisation de l'entreprise. Ok, super. On peut continuer, Karine, tu peux nous toucher 2 mots de Stobly? Effectivement, donc Stobly, en fait, c'est aujourd'hui 130 ans d'existence. On le verra juste après. Ça a été écrit en 1892. Aujourd'hui, Stobly est composé de 3 activités principales qui sont les connecteurs, la robotique et les textiles. Et après, on se divise en 4 divisions qui va être les connecteurs électriques à proprement dit, les connecteurs fluides, la robotique et le textile. Et moi, comme je l'ai expliqué, je fais partie exclusivement de la division robotique. Alors, je ne dis pas exclusivement, oui, j'ai la division robotique, mais worldwide. C'est-à-dire, je m'occupe de tous les sites qui font de la robotique au niveau du monde pour le côté finance. Pour Ok, concaténer les informations.
Voilà, donc comme je l'ai dit, Stoby, donc c'est une entreprise qui évolue, qui a pris de l'ampleur toutes ces dernières années, qui est présente aujourd'hui sur les 4 continents, avec des sites dans 28 pays. Donc elle a été créée en 1892. C'est à peu près 6000 collaborateurs dans le monde, 15 sites de production et 600 spécialistes R&D et plus de 1,6 milliard de francs suisses de volume de transactions. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup pour cette présentation, Karine. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour attaquer, on voudrait déjà vous solliciter, vous toutes et vous tous qui participez à ce webinaire, par le biais d'un petit sondage là, sur un mot que vous mettriez dans la représentation que vous faites du PMO. Si vous voulez bien vous connecter sur Klaxoon. Donc, vous avez sur l'écran, là, soit vous le faites sur votre téléphone avec le QR code que vous avez à scanner, soit vous êtes sur PC et pas sur téléphone, et ben, n'hésitez pas à le faire par le biais de l'adresse qui vous est citée ici, que j'ai également copié dans le chat du Teams. Et on va vous demander, on va se donner 2-3 minutes, si vous pouvez marquer un mot qui représente pour vous le PMO et qu'on partagera ensuite pour voir ce qu'il en ressort avant de continuer notre débat. Allez, on se donne 2-3 minutes. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le citer sur chat. Peut-être que Caroline pourra vous aider. De mon côté, je vais changer d'écran pour partager mon écran Klaxoon pour voir ce que ça donne. Je vais laisser quand même peut-être une trentaine de secondes, voir si que chacun mette son idée sans être Yes. On a les premiers influencé par les retours, idées oui. qui arrivent. Des premiers retours arrivent? Super. Yes. Je vais patienter avant de partager. Ça continue à s'alimenter, Caroline? Ouais. Ok. Oui, je pense que tu peux partager ton écran, Alexis, ça Allez, s'alimente au fur et à mesure. allez, j'y vais de suite. Mon Klaxoon qui doit être là. C'est parti. Ouh. Vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Allez, super. Hop. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des nuages de mots, hein. Plus le mot est gros, on va dire, en police, plus ça veut dire qu'il a été cité. Ah bah là, ça change. Il est cité de façon importante. Donc, on voit que le mot central est vision. On a également toujours vision. On a également de l'arbitrage, l'optimisation, du global, vision globale. OK. Consolidation. OK. Ce côté vision reste toujours important. Priorisation, de nouveau également. Ouais, OK. De l'arbitrage, effectivement, qui apparaît très, très bien. De la coordination, je crois que je l'avais peut-être cité. C'est intéressant, ça nous fera un lien fort avec après des missions qu'on peut attendre d'un PMO, hein. Ah tiens, ça y est, priorisation est passée devant vision. OK. Allez, on va se donner encore une dizaine de secondes et puis ensuite on va retourner sur notre PowerPoint. Je vois que ça ne bouge plus.
D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais faire une petite chose comme ça. On pourra certainement retrouver là et je vais me permettre de le mettre comme ça. OK, super. Merci beaucoup. Super riche et on aura l'occasion de refaire du lien avec tout ça et du coup, on va redonner, la main à Karine et Karine, est-ce que toi, déjà, tu peux nous dire derrière ce terme PMO, qu'est-ce que tu y mets? Oui, alors déjà, avant de vous dire moi, mais je vais vous l'expliquer, j'ai déjà pris, donc étant certifiée PMP, ma base c'est le PMI. Donc en fait, je vais déjà reprendre la définition que donne le PMI. Donc aujourd'hui, le PMI, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un bureau des projets, alors le bureau des projets, Project Management Office pour PMO, c'est une structure de management qui normalise les processus de gouvernance liés à des projets et facilite le partage des ressources, des méthodes, des outils et des techniques. Et effectivement, par rapport aux mots qu'on a vu passer juste avant, on voit vraiment structure de management, la normalisation des processus avec la gouvernance et l'idée de vraiment de partage, de coordination qu'on retrouve dans cette définition. Aujourd'hui aussi, ce que dit le PMI, il désigne 3 types de PMO. Donc, on a 3 types de PMO selon le PMBOK. Donc, le premier type de PMO, en fait, et ces 3 types de PMO, ils vont jouer par rapport au niveau d'autorité et de responsabilité qu'on va leur donner. Donc, le PMO, tout d'abord, il y a le PMO de soutien, qui a une autorité, on va dire, faible à modérée. Lui, il va être plutôt là dans un sens de donner de la formation, du soutien, de l'aide aux chefs de projet et aux équipes. Ensuite, OK. on a dans le deuxième niveau, on va avoir un PMO de contrôle, où lui, là, aujourd'hui, c'est plus lui, donc son degré d'autorité et de responsabilité sera plus de modéré à élevé, parce qu'en fait, il sera là déjà pour définir de la gouvernance, établir des normes, des processus et établir les politiques de gestion de projet. Et ensuite, le troisième niveau, c'est qu'on a des PMO directifs où là, aujourd'hui, ils ont un contrôle complet sur les décisions et aujourd'hui, ils assument un rôle de direction centralisée dans la gestion de projet au sein de l'organisation et prennent en charge la gouvernance des projets. Donc, en fait, aujourd'hui, suivant les entreprises, suivant les décisions qui sont mises au sein des entreprises, on peut retrouver différents types de PMO ou qu'un type de PMO parce que la direction peut vouloir garder une partie des décisions. Donc, en fait, suivant les entreprises, il n'y a pas de best practice. Suivant les entreprises et suivant le modèle de l'entreprise, il peut y avoir effectivement différentes organisations dans l'entreprise. Je vois en direct, j'ai une question dans le chat, je me permets de répondre en direct. Alexis, toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Je ne vois pas, mais vas-y. Donc, je vois marqué que les différents PMO soutien contrôle directif sont les mêmes personnes ou des fonctions. Donc, en fait, je vais l'expliquer après par rapport à ma fonction. En fait, ça peut être différentes fonctions différentes, ça peut être différentes personnes différentes. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise et de comment elle veut le mettre en place. Aujourd'hui, je vais présenter ce que moi j'ai vécu. Comme ça permettra de donner du sens. Allez. Donc, par rapport à mon expérience aujourd'hui, ce que j'ai vécu, alors pour moi, le PMO, en fait, il va être au cœur, et moi j'appelle toujours ça au cœur de 3 grandes thématiques. Il va devoir gérer aussi bien les process que l'humain, que les outils. Quand je mets les process, je mets vraiment la globalité des process qui va être la gouvernance, l'arbitrage, la priorisation et tout ça. L'humain, parce qu'on a à cœur l'humain, parce qu'on est là pour coacher, former, expliquer aux personnes, et tous les outils, parce qu'il faut donner la bonne boîte à outils aux chefs de projet et aux parties prenantes pour réussir. Donc, dans ma fonction précédente, j'avais 4 rôles principaux. Les 2 premiers, c'était des rôles de support, où je faisais du training, du coaching aux chefs de projet. Donc, j'ai notamment, avec Alexis, monté plusieurs formations de management de projet où on expliquait à un niveau déjà 0, qu'est-ce que la gestion de projet, qu'est-ce qu'on doit faire en gestion de projet, qu'est-ce qu'un chef de projet, qu'est-ce qu'un pont sport, qu'est-ce qu'un Work Package Leader, pour donner déjà les notions de base. Parce que des fois, les chefs de projet peuvent l'avoir, les parties prenantes ne l'ont pas, et des fois, la direction ne l'a pas non plus.
Donc, on a essayé de construire des modules et on construisait des modules pour vraiment expliquer ce qu'était la méthode projet, comment il fallait faire. J'avais aussi un rôle de coaching en disant si un chef de projet vivait des situations où il y avait des conflits dans son projet et il ne savait pas comment gérer, ben, j'étais là en soutien pour lui dire comment faire au mieux. Mon deuxième rôle qui est très lié pour moi, c'est un rôle de consulting. Donc, je gérais tout ce qui était mise en place du process, mise en place de la méthodologie projet et mise en place des outils de projet. Donc, définir le process qu'on va définir pour la gestion de projet, les différentes étapes, les différentes actions, les différents livrables qu'il faut faire pour chaque milestone. Après, les méthodos avec tous les templates, on va dire, les outils à compléter. Mon troisième rôle que j'ai eu, et là, je l'ai eu de deux façons différentes. Alors, c'est l'équipe projet. Parce que malgré tout, le PMO est en relation directe avec les chefs de projet parce qu'il va devoir leur donner, alors pas qu'avec les chefs de projet, mais je vais dire dans un premier temps principalement avec les chefs de projet pour leur donner tout ce qui est méthodologie, explication pour vraiment dans ce côté support, coach et process, vraiment les accompagner. Et en fait, j'ai vécu 2 expériences dans cette action. La première expérience que j'ai vécue, j'ai eu les chefs de projet en hiérarchique, c'est-à-dire que j'étais la responsable des chefs de projet. Donc, j'avais à peu près 6 chefs de projet, j'étais leur responsable. Et j'ai vécu aussi une deuxième position où les chefs de projet avaient été décidés d'être mis sous les responsables produits. Et en fait, j'avais les chefs de projet en transverse. Les deux sont possibles. Les deux, c'est très différent la façon de fonctionner parce qu'il y en a un, comme c'est du hiérarchique, c'est beaucoup plus facile à faire prôner et à dire ce qu'il faut mettre en place que quand c'est en transverse, les gens ont un responsable qui leur demande déjà de faire des choses et pour pouvoir leur dire qu'ils suivent des méthodos alors qu'on n'est pas leur chef, des fois c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, on va en parler après. Tout cela dépend de la position et du pouvoir qu'on va donner au PMO. C'est des choix d'organisation, en fait, Karine, hein. C'est des choix d'organisation. Les deux sont possibles. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais ça va vraiment dépendre de l'organisation et de la légitimité qu'on va donner à ce PMO. OK. Et le dernier, malgré tout, parce qu'il y a quand même un dernier pilier pour ce PMO pour moi qui est très important, c'est qu'en fait, le PMO va aussi définir, va aider, parce qu'on a vu qu'il y avait 3 types de PMO et que dans un des derniers PMO, c'est un PMO directif. C'est de gérer aussi tout ce qui est stratégique support. Et quand je dis stratégique support, c'est-à-dire que c'est la personne qui va gérer le portefeuille projet. Parce que quand on fait du support, du consulting ou qu'on a des équipes projet, on est beaucoup focusé sur le projet individuellement et le chef de projet individuellement. Et là, dans cette fonction stratégique, c'est plus d'apporter une vision de portefeuille projet pour pouvoir amener à de la prise de décision, à de la priorisation, à de la gestion de budget et à donner une vision stratégique des projets. Donc aujourd'hui, dans ce que j'ai vécu par rapport aux 3 niveaux de PMO qui est donné par le PMI, aujourd'hui, j'étais entre le PMO de contrôle et le PMO directif parce que je devais donner la vision complète du portefeuille, mais je n'étais pas la personne qui prenait les décisions d'arrêter ou de lancer des projets. En fait, on avait un comité de direction avec tous les directeurs où moi, j'apportais plutôt la vision. Je décidais avec eux, mais c'était plutôt eux qui prenaient la décision par rapport à tous les éléments que j'amenais. Donc, j'étais entre les deux. OK. Et en apportant les bonnes datas, les bons éléments pour prendre des bonnes décisions. Tout à fait. Et ouais, très bien. Allez, OK, on continue. Karine, c'est OK pour toi? On y va sur, un petit zoom sur le PMO stratégique? Je voudrais faire effectivement, c'est bien Alexis, donc je vous propose, en fait, ce PMO stratégique, pour moi, c'est quand même une clé de voûte, je dirais, aussi de ce rôle, parce que effectivement, comme on dit, on peut aider bien les chefs de projet, mais si on n'apporte pas les datas correctes à une instance qui va décider, on va dire, ça ne marchera pas, parce qu'on le vit tous, je pense actuellement, il y aura trop de projets, on sera tous débordés et on n'arrivera pas à faire tout ce qu'il y a à faire et ça ne fonctionnera pas, on sera en retard, on sera au-dessus du budget et rien ne fonctionnera.
Donc, l'objectif de mettre ça en place vraiment, c'est vraiment de gérer, on va dire, le trafic ou de réguler. Donc, qu'est-ce qui arrive en général? C'est qu'il y a beaucoup d'idées qui émergent, que ça soit market, que ça soit de toute personne. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un marché qui est volatile, incertain, où il faut bouger assez régulièrement, qu'il faut changer assez rapidement. Donc, en fait, il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Et en fait, dans tout ça, une fois que ça arrive, ces idées, il faut qu'on mette en place un système de sélection et de priorisation des projets. Pourquoi? Parce qu'on a un entonnoir et par rapport aux ressources qui sont disponibles, par rapport à aussi le budget qu'on a, on est obligé de faire des choix. On est obligé de sélectionner, de prioriser. Donc aujourd'hui, quand on fait ça, on utilise des outils tels que on va utiliser des retours sur investissement. Alors j'utilise pour moi, j'ai jamais utilisé des retours sur investissement seul. Un retour sur investissement, pour moi, c'est un business case, c'est un coût de projet et un coût de produit. Parce qu'il faut faire attention qu'on n'ait pas, j'appelle toujours ça mes indicateurs pastèques, qu'on ne dise pas, OK, on va bien avoir le business en se disant on est très optimiste pour le futur, et puis qu'à la fin, on habille la mariée en blanc, alors qu'aujourd'hui, peut-être que le business, on a été trop optimiste. Et j'aime bien avoir la totalité, pas juste un ROI, pour pouvoir challenger les datas. Donc, on passe tout ça dans une moulinette. On peut utiliser aussi des matrices qu'on appelle des matrices impact-effort pour savoir justement quel est l'impact du business et l'effort nécessaire pour le résoudre. Et comme ça, en fait, avec cette matrice, on pourra aussi placer nos projets et se dire lequel il vaut mieux choisir. Une fois qu'on a fait ça, il y a plusieurs choix possibles. Soit on se dit, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas le budget nécessaire, la bande passante n'est pas là. Donc, on dit, on décale le projet. On peut aussi, on peut le décaler. On peut se dire aussi, OK, vu le business case, il était trop optimiste, on n'y arrivera pas, donc le ROI est différent. On pourrait se dire aussi, on refuse l'idée parce que pour finir, elle n'a pas de sens. Ou, là, on décide d'aller dans le portefeuille projet et on décide de lancer ce projet et on va aller dans la project pipeline. Donc, quand on lance le projet, on arrive dans la project pipeline et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à donner cette vision de portefeuille projet qui va alimenter ce process après de sélection et de priorisation. Et bien entendu, pendant le project pipeline, on ne s'interdit pas d'arrêter les projets, soit parce qu'ils ne vont pas bien, ou soit parce que le business a changé et qu'en fait, on n'est plus en lien avec le marché. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un projet est lancé qu'il faut absolument le finaliser. Il vaut mieux prendre une décision de l'arrêter et de sauver de l'argent, parce que ça sera... généralement, on dit oui, mais on a déjà trop dépensé. Et en fait, non, en l'arrêtant, on sauve de l'argent parce que c'est l'argent qu'on n'a pas continué à dépenser pour finir quelque chose qu'on ne vendra pas. Donc, en fait, il vaut mieux arrêter au plus tôt pour, entre guillemets, sauver de l'argent quand on voit que ce projet ne pourra pas aboutir ou parce qu'il ne sera pas rentable ou parce que le marché a changé. OK, voilà. Très bien. Et là, on voit apparaître que dans le lien qu'on verra plus tard, que pour tout ça, il y a besoin d'un certain nombre de data pour prendre ces décisions. Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir ce portefeuille projet avec les différents KPI des projets, la santé du projet, savoir où on en est de la consommation du budget, des ressources, voilà. OK, super Karine. Très, très bien. On continue et pour continuer sur cette notion de PMO, donc le pourquoi du PMO à tes yeux? Alors pour moi, ce PMO, il va faire quoi? Ce PMO, pour moi, il va être là pour faire le lien entre le pilotage opérationnel et le pilotage stratégique. Le pilotage opérationnel, c'est quoi? En fait, dans ce pilotage opérationnel, il va fournir le cadre, le processus, les outils pour la gestion au quotidien et pour surveiller la performance. Parce qu'en fait, dans l'opérationnel, qu'est-ce qui se passe? C'est les chefs de projet qui mettent en œuvre, c'est plutôt les gens de terrain qui mettent en œuvre et qui suivent. Après, on va avoir les équipes de projet qui, elles, vont concaténer toutes les informations du terrain pour piloter, suivre, animer, communiquer sur leur projet. Et derrière, on va arriver à ce pilotage stratégique, où là, dans ce pilotage stratégique, l'objectif, c'est vraiment d'assurer
une vision de tous les projets, du portefeuille projet, pour pouvoir décider et arbitrer. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de fournir une analyse et des rapports journaliers, on va dire journaliers ou mensuels, ça va dépendre vraiment de l'organisation, pour guider les prises de décision. Donc, en fait, pour moi, ce PMO, il est situé où dans tout ça? Ben, en fait, mon PMO, c'est un peu ma goutte d'huile. Je l'ai vu à un moment dans les mots qui étaient passés. C'est un peu ma goutte d'huile dans tous ces rouages de l'entreprise pour aider et pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Je suis très mécanique, vous le voyez, pour faire en sorte que tout fonctionne bien, que les rouages arrivent pour qu'à la fin, on puisse prendre des bonnes décisions, prioriser et faire en sorte aussi, derrière, il y a de la QVT, mieux on prend les meilleures décisions, plus on est clair sur ce qu'on veut faire, les équipes vont se sentir soulagées, sauront sur quoi elles vont travailler et elles vont se sentir mieux dans ce qu'elles doivent faire et ça ira beaucoup plus vite parce que c'est plus simple de faire les choses les unes à la suite des autres que de faire toutes les choses en même temps. Ok, très très bien, c'est très clair. Il y a une notion d'impact pour bien donner du sens auprès des collaborateurs qui vont travailler sur les projets. Tout à fait. Et en fait, pour moi, le but du chef de projet, comme on a vu, eh ben, il est à cheval sur ces deux notions. On a vu les 4 rôles, et dans ces 4 rôles, il est à cheval sur ces deux notions parce qu'en fait, il va être dans une vision très opérationnelle, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de gestion de projet. Donc, ça va être faire bien le projet. On dit toujours « doing the project right ». Et en fait, de cette gestion de portefeuille projet pour donner la vision stratégique et pour pouvoir décider et prioriser. Et là, on dit souvent, c'est faire le bon projet, donc doing the right project. Donc, on utilise souvent ces phrases doing the project right, doing the right project pour vraiment expliquer la différence entre les deux et dire que la gestion de projet est vraiment focusée sur bien faire le projet et la gestion de projet, la gestion de portefeuille, c'est vraiment faire le bon projet. Et du coup, on voit bien que le PMO dans tout ça est bien, comme on le citait dans le titre de ce webinaire, une clé de voûte du système pour que ça fonctionne. Tout à fait. Super. Allez, on continue et on voudrait vous solliciter de nouveau pour avoir votre avis sur soit par rapport à ce qui se passe dans vos structures, soit par rapport à une vision que vous en avez. Aujourd'hui, quelles sont pour vous les responsabilités de votre PMO? Et si vous voulez bien retourner de nouveau dans le klaxon, Caroline va ouvrir une nouvelle activité où il y a, en fait, on vous propose une sorte de petit QCM, on vous propose 5 réponses possibles. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Je suis désolé si à un moment donné le klaxon dit c'est juste, c'est faux, c'est que j'ai peut-être mal paramétré quelque chose, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes réponses. Et voir, il y a peut-être des réponses autres que celles qui sont citées là. Mais en tout cas, on voudra avoir votre vision avant de continuer sur chez vous, quelles sont les responsabilités de votre PMO. Donc, vous allez voir, comme vous dit, ça peut être de la gestion des méthodes et des process, ça peut être du service au projet, ça peut être du contrôle du portefeuille de projet, de la formation du coaching, de la gestion stratégique de projet, où nous n'avons pas de PMO en place aujourd'hui. Bref, dites-nous ce qu'il en est pour faire un parallèle avec ce que nous a partagé Karine. Et je vais retourner également sur klaxon. klaxon. Et je le laisse parce que là, on voit juste la progression des participants. Je vois que le nombre de réponses arrive, donc on va se laisser encore un peu de temps pour vous laisser répondre. Et après, on regardera le résultat et on redonnera la main à Karine. Ouais. L'objectif, c'était de voir et de vous montrer qu'il n'y a pas de... Et c'était la question qu'on avait tout à l'heure en disant est-ce que c'est les mêmes personnes pour les mêmes fonctions? Est-ce que c'est des fonctions différentes? En fait, généralement, quand on fait ce type de questionnaire, on voit qu'il n'y a jamais une seule... Dans les organisations, c'est jamais la même organisation. Enfin, dans les entreprises, on n'a jamais la même organisation.
Des fois, on n'a pas de PMO, des fois, PMO est utilisé pour d'autres mots. Des fois, il fait que du coaching, des fois, il fait que de la gestion stratégique, des fois, il apporte que des informations. Et en fait, c'était pour montrer que, suivant les organisations, on n'a vraiment pas toujours la même chose, quoi. Et c'est normal, c'est pas bien, c'est normal, c'est parce que chaque entreprise a sa propre ADN et son propre fonctionnement. Ok, très bien. Je vais attendre encore une dizaine de secondes et puis après, on va jeter un coup d'œil ce que ça donne au résultat avant de continuer sur la place du PMO dans l'organisation. Je pense que je le vois plus bouger, donc Ouais, je ne le vois plus non plus. Je vais y aller. Allez, ne plus attendre, on y va. Donc, résultat du quiz, on se moque parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, voilà ce que vous nous ressortez. Il y a les trois premiers d'ailleurs ressortent, les ABC ressortent en pourcentage les plus élevés, à savoir dans les responsabilités du PMO chez vous. Donc, il y a une partie gestion de méthode et des process, donc ce côté support plutôt hard skills, le côté du service au projet, ok, et le côté contrôle du portefeuille. Donc, on voit bien la logique des deux démarches de faire les bons projets et bien faire les projets derrière que Karine nous a cités. Et après, on retrouve formation coaching et avec la gestion stratégique serait celle ressort le moins dans les 4 réponses possibles de choix. Et enfin, il y a 26% qui n'ont pas de PMO en place à ce jour. Mais c'est peut-être une réflexion dans l'évolution de l'organisation. Super. Karine, tu veux un mot par rapport à ce résultat ou je remets le PowerPoint pour continuer? Dis-moi. on peut mettre PowerPoint, c'est ce que je disais, hein, il n'y a pas de réponse Ok. exacte, c'est Allez, vraiment... eh ben, on fait comme ça. Je vais juste refaire mon petit pointeur laser. Voilà. D'ailleurs, tu nous avais mis une bonne image hein, du PMO dans sa mission. C'est toutes les balles avec lesquelles il jongle. Alors, par exemple, si vous avez des chefs de projet, c'est une image de Fix. C'est quelqu'un que je cite parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il fait des BD. Et il fait des BD. Il a fait une BD qui s'appelle À la recherche du projet perdu. C'est apprendre de très premier niveau parce que dedans, c'est beaucoup d'humour, quoi, mais apprendre vraiment au recul pour se dire, ah, OK, on vit tous la même chose, quoi. Quand l'effet tunnel, les copiles où il n'y a pas de décision. Et il a vraiment mis ça sous forme très, très humoristique. Et voilà. Et là, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi parce qu'il disait, voilà, le PMO, c'est quelqu'un qui est sur le portefeuille de projet en train d'essayer de jongler entre la vision, l'arbitrage, les budgets, tout ça. Et je trouve que voilà, c'est le côté humour que j'aime beaucoup. Très bien, c'est une belle image. Allez, on continue. Donc ça, c'était notre question. Karine, donc, si tu peux continuer ton témoignage avec la place du PMO dans l'organisation et puis un point sur la différence qu'on peut retrouver entre un PMO et un chef de projet. Je répondais à une question en même temps. Ah, pardon. C'est bon. Tu Non, veux ils que je m'ont revienne demandé là-dessus? le nom du dessinateur et c'est fixe. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, vous mettez dessinateur fixe et vous verrez, ceux qui veulent, après on pourra se contacter. Donc en fait, effectivement, donc moi je vais vous donner un exemple et c'est l'exemple que j'ai vécu, ce que j'avais dans l'entreprise que j'étais avant, quoi. Donc en fait, le chef de projet, comme dans toute organisation, hein, on a un projet qui arrive du client, on écrit un project charter, on a un chef de projet, le chef de projet a son équipe projet. Donc, avec ce qu'on appelle des Work Package Leaders. Après tout ça, le chef de projet, il est lié généralement, on a un sponsor. Il a un lien fort avec le sponsor, Alexis. Il a un lien fort avec le sponsor. Le sponsor, en fait, aujourd'hui, il a un lien fort, ce sponsor, parce qu'en fait, ce sponsor, pour nous, ce qu'on avait décidé, c'est que le sponsor était forcément un directeur. Pourquoi? C'était pour pouvoir, parce que ce sponsor doit avoir à cœur le projet, il doit pouvoir, j'appelais ça, il était une ligne d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre guillemets, et il doit avoir un haut pouvoir hiérarchique pour pouvoir aider et faciliter à débloquer les situations du chef de projet. Derrière, le deuxième lien fort que va avoir le chef de projet, malgré tout, c'est les chefs de service. Pourquoi? Parce que les chefs de service, c'est les responsables hiérarchiques des Work Package Leaders que lui, il va devoir gérer en transverse et qu'il va devoir amener dans son projet. Donc, il va avoir besoin d'une connexion très forte avec ses chefs de service
pour créer ce lien pour avoir la vision sur les ressources. Et en fait, le PMO dans tout ça, eh ben, on le voit, il est un peu à la croisée de tous les chemins. Et en fait, il est le point central entre ce sponsor, ce chef de projet et ses chefs de service pour donner la vision complète, parce qu'en fait, les besoins sont différents. Le chef de projet a un besoin différent du PMO que le chef de service et que le sponsor. Le sponsor va vouloir du PMO d'avoir une vision très, très claire pour vraiment savoir où il va aider en plus de ce que lui a donné le chef de projet. Les chefs de service vont demander plus une vision ressources pour savoir si la location est bonne et comment il peut aider, quoi. Donc, en fait, il est un peu le lien entre tout le monde et il a la croisée de toutes ces matrices pour créer cette matrice et donner la meilleure vision. Et dans mon organisation que j'avais avant, j'étais rattachée directement au CTO, le Chief Technology Officer, au niveau global. OK. Donc après, pour vous expliquer tout ça, moi j'ai décidé de vous emmener dans un petit moment métaphorique. Je suis quelqu'un qui aime bien un peu les dessins, qui aime bien un peu partir, que je suis très créative. Alexis a l'habitude avec moi. Ouais, Et en fait, tout le temps. j'ai décidé, donc en fait, on est en Haute-Savoie, hein, j'aime bien la montagne aussi. Et en fait, pour expliquer un peu les différentes fonctions et qu'est-ce qu'un aussi un projet, je prends souvent cette image de la montagne parce qu'en fait, avoir un projet, c'est comme avoir un projet d'aller gravir une montagne. On va avoir nos alpinistes chevronnés avec notre chef de projet et son équipe qui sont prêts à gravir la montagne et ils sont prêts à aller au sommet. Donc, ils ont un objectif, ils doivent l'atteindre. Et le chef de projet va être responsable d'amener son équipe tout en haut de la montagne et faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils arrivent en temps et en heure et que tout se passe bien. Entre-temps, vous voyez un petit hélicoptère. Mon petit hélicoptère, généralement, je le représente par mon sponsor. Pourquoi? Parce que en fait, ce sponsor, vu par sa position hiérarchique, il va pouvoir donner une vue panoramique, il va pouvoir faire prendre du recul à l'équipe projet. L'équipe projet avec le talkie-walkie et le chef de projet vont pouvoir appeler ce sponsor en cas de besoin en disant il y a quelque chose qui arrive, j'ai besoin d'une ligne d'urgence, cher sponsor, toi qui vois de haut et qui peux m'aider rapidement, est-ce que tu peux intervenir? Et ils vont pouvoir avoir une connexion directe. Et le PMO, je leur ai présenté par la petite personne qui est en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne peut conquérir une montagne sans avoir toutes les informations précises. C'est-à-dire qu'il ait eu la carte, qu'il ait eu la météo, qu'on s'assure qu'il ait les bons équipements avant de partir, qu'il a eu toutes les informations. Donc, en fait, pour gravir cette montagne en toute sécurité, malgré les tempêtes et les conditions changeantes, eh ben, le PMO est là vraiment dans ce sens de guider, donner une vision, aider l'équipe projet. Et en plus du PMO, pour sa vision stratégique, il va pouvoir donner par exemple aux sponsors ou aux autres équipes projet, attention, il y a d'autres personnes qui sont en train de grimper la montagne, ils sont de l'autre côté, ou j'ai une équipe projet de l'autre côté qui est en difficulté. Vous, chef de projet qui est à côté, est-ce que vous pouvez aller les aider? Donc en fait, il est là vraiment en tant que personne qui va pouvoir aider, s'assurer, coordinateur qui est en bas en donnant une vision globale et en donnant toutes les bons équipements et les bons outils et s'assurer des bonnes compétences aussi des personnes avant de gravir cette montagne. Donc voilà, j'aime bien faire des analogies généralement pour aider. Donc voilà mon petit moment métaphorique que je vous proposais. C'est une belle image du PMO, Karine, dans le système. Et moi, j'aime bien en plus montrer ce côté que tu vois là avec la météo, là où tu vois un nuage qui se met à souffler très fort, et de dire que ben, le chef de projet, malgré tout ce qu'il a pu faire avec son équipe pour anticiper avec de d'analyse de risque, etc., aura toujours à gérer des aléas dans son projet et dans la façon de gravir sa montagne. Et il y a un aléa qui peut arriver, qui est cet environnement météo qui change et qui fait que ça devient compliqué. Et on voit bien que le chef de projet et son équipe, seul, c'est compliqué. Ils ont besoin d'aide, de support pour gérer ces aléas-là. Et que notamment, quand ils ne peuvent plus le faire seul, c'est là que le PMO peut aider. C'est là qu'on a besoin du sponsor et on a besoin de quelqu'un dans l'organisation, effectivement, qui sera au cœur du système, clé de voûte pour assurer et de l'arbitrage et des prises de décision. Parce que quand on est trop la tête dedans, à un moment donné, les décisions sont difficiles à prendre. Quelqu'un de l'externe peut aider à faire cet arbitrage, prise de décision ou avoir le bon niveau pour prendre ces décisions. Voilà. Super.
Allez, eh ben, super schéma et on continue avec maintenant ce focus sur la différence qu'il y a entre le PMO et le chef de projet. Donc, on l'a vu hein, et on en a déjà parlé. Donc, en fait, la différence qu'il va y avoir entre le chef de projet et le PMO, c'est que le chef de projet va être vraiment dans la partie opérationnelle. Il va gérer son projet, il va planifier, il va l'exécuter, il va communiquer et il va s'assurer de livrer un projet réussi. Donc, il est aussi responsable de la réussite de son projet avec son équipe projet. Et le PMO va vraiment être plus là pour donner cette vision stratégique. Alors, pas que la vision stratégique, parce qu'il a ce côté aussi aide au chef de projet pour la partie support, coaching, process et tout, mais il a surtout cette vision stratégique pour concaténer les informations individuelles de chaque projet pour en faire une vision de portefeuille et pour pouvoir la rapporter, pour pouvoir prendre des décisions. Donc après, on a mis un tableau très simple qui explique en fait la différence entre ce PMO et le project manager pour bien qu'on voie que les deux vont travailler main dans la main parce que les deux sont obligés de travailler ensemble parce que le PMO ne peut pas mettre des outils en place sans l'apport des chefs de projet parce que c'est les chefs de projet de toute façon qui vont les utiliser. C'est eux qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Donc en fait, c'est un peu une boucle vertueuse où le PMO va construire avec les chefs de projet et en fait, d'une façon de boucle vertueuse et avec un PDCA, eh ben, ça va s'alimenter en permanence pour à chaque fois améliorer les outils, les process, l'organisation et la vision aussi de portefeuille parce que le chef de projet pourrait dire « Ah, ben, j'ai ce KPI qui est très important dans notre structure et tout ça et ça serait bien qu'on le remonte. » Donc voilà. Donc, le PMO a vraiment cette vision stratégique et d'aide, de facilitateur. Et le project manager va être vraiment dans son projet de contrôler, manager, exécuter, estimer, organiser et communiquer. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup pour ce côté organisationnel, Karine. Et maintenant, si on essaye de un peu plus zoomer sur le comment, et notamment comment mettre en place un PMO, est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur cette mise en place du PMO dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais? Effectivement, donc j'ai eu la grande chance dans l'entreprise où j'étais avant de devoir le mettre en place. Parce qu'il y avait, donc au tout début, quand on a mis la gestion de projet, il n'y avait pas de gestion de projet au sein de l'entreprise où on était. Donc j'ai été la première chef de projet et on a essayé de mettre en place la gestion de projet. On a mis le PMO en place, on va dire, je crois que c'était 5 ans après. Parce qu'en fait, il fallait qu'on gagne des gens en maturité, des chefs de projet et de cette organisation projet. Parce que déjà, rien que de mettre en place des chefs de projet, ça crée déjà du changement dans la tête de plusieurs personnes. Donc, il a fallu gérer tout ça. Donc, j'ai pu mettre en place, j'ai été challengée et on m'a demandé de mettre en place cette nouvelle fonction qui s'appelle le PMO. La première des choses qui est importante à faire, c'est de connaître la maturité de la structure en gestion de projet. Généralement, on l'a fait, je vous ai mis une petite image là, parce que c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai fait avec une société externe. Et en fait, on l'avait fait sur 3 piliers, c'est-à-dire où on en est au niveau de la stratégie, c'est-à-dire quelle est notre vision, quelles sont nos stratégies, qu'elles soient innovation, qu'elles soient market, qu'elles soient développement, où on en est du project management, que ce soit de nos process, du portefeuille, de l'implémentation, des services support, ou qu'est-ce qu'il en est de l'organisation. Et quand on dit organisation, c'est quelle est notre structure, comment les ressources humaines sont impliquées dedans, comment l'IT est impliqué dedans, parce qu'on va parler d'outils, donc à un moment, on aura besoin quand même de l'IT. Et on l'avait fait sur 5 niveaux, vous voyez, en vertical. Et les 5 niveaux, c'était de dire qu'on était très personne dépendante. Deuxième niveau, process dépendant. Après, et on montait jusqu'à devenir, après c'était global, est-ce qu'on avait vraiment une organisation globale ou c'était très local, jusqu'à en devenir, on va dire, entre guillemets, une entreprise apprenante où on était agile et on savait faire tout par nous-mêmes et qu'on n'avait pas besoin de rien d'autre. Donc, on avait fait une sorte d'audit pour essayer de voir un peu la maturité qu'on avait en gestion de projet et qu'est-ce qu'on cherchait. Le deuxième point qui était très important, c'était de savoir quel type de PMO on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un PMO centralisé, décentralisé, hybride? Est-ce qu'on veut qu'il soit directif? Comment on veut qu'il soit dedans et quelle légitimité on va lui laisser?
c'est-à-dire comment on va le positionner, quelle va être sa place dans la structure. Derrière, après, effectivement, ça va être de développer le processus, les méthodologies, c'est-à-dire, même si on a un processus, de le revalider que le processus est bien en phase, que c'est clair quelles étapes sont à faire l'une après les autres, quels sont les livrables attendus pour chaque milestone. Une fois qu'on a fait ça, il est très important de se remettre d'accord sur les rôles et responsabilités de chacun, c'est-à-dire qui est vraiment responsable de cette tâche et qui sont les parties prenantes qui vont aider à réaliser cette tâche. Donc, on avait fait tout simplement une matrice RACI, responsabilité, consulter, informer, accountable, je préfère, pour dire vraiment qui devait faire quoi par rapport au processus. Et au-delà de l'équipe projet, on avait aussi redéfini la gouvernance des projets, c'est-à-dire le PMO, le CODIR, le sponsor, le Work Package Leader vs le chef de projet, quels étaient les rôles de chacun pour que chacun sache vraiment quelles étaient les attentes qu'on pouvait avoir avec lui. OK. Et après, forcément, une fois qu'on a défini tout ça, l'objectif, c'est de le mettre en œuvre, donc de l'implémenter, de communiquer dessus, de sensibiliser, de former les gens au processus, aux différents rôles. Voilà, l'objectif. OK. C'est comme ça que je l'ai vécu et que je pense être une des façons les plus adaptées pour les mettre, plutôt que d'aller directement en disant, va le PMO, il va suivre le portefeuille et c'est fini. Il faut prendre du temps à bien le mettre en place et savoir qu'est-ce qu'on attend de ce PMO. Et cette notion organisationnelle de clarté des rôles des uns et des autres est un point méga important dans ces systèmes projets, par rapport au schéma que tu citais tout à l'heure, entre un chef de projet, un sponsor, un PMO, le CTO, des Work Package Leaders. À un moment donné, quand on clarifie pas tout ça, ça ne peut pas marcher. Oh, tout à fait. OK. Et tout ça, forcément, ça ne fonctionne que si on a le support de la direction et que c'est vraiment une décision de la direction. C'est-à-dire, il faut vraiment, on ne peut pas décider à un niveau lambda de dire on met un PMO et ça fonctionnera bien. Il faut vraiment que ça soit quelque chose décidé par la direction pour qu'il ait la légitimité, le pouvoir nécessaire pour mettre en place les choses. Et forcément, quand on met en place quelque chose, une fois qu'il est mis en place, il ne faut pas se dire, ah, c'est fait, maintenant c'est fini. C'est forcément la route d'Hemming avec le PDCA, c'est continuellement, il faut remettre à jour, faire avancer les choses et améliorer. Donc, il faut maîtriser la performance, évaluer, ajuster en permanence. OK, très, très bien. C'est très clair sur toutes ces étapes et sur cette importance d'implication managériale dans le système. Très bien. Et du coup, Karine, au final, tu pourrais nous exposer pour toi, quels sont les facteurs clés de succès d'un PMO et puis mais également les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette mission? Tout à fait. Quelle difficulté! Il y en a pas. Alors, toujours mon petit fixe, j'aime bien. Réussir à mobiliser ses décideurs. Donc, chef, on a un problème. Ouais, mets-le dans le bureau avec les autres. Voilà le genre d'humour qui me fait moi prendre un peu de recul et me dire, OK, tout n'est pas si noir. Et voilà, c'est pareil partout. Donc, la Ça première des choses, rassure. voilà, la première des choses, on en a parlé juste avant, c'est vraiment ce soutien de la direction et cette place que va avoir le PMO dans l'organisation. Parce que suivant la position qu'il va avoir, son rôle va être différent, sa légitimité va être différente. Donc, pour moi, le premier point essentiel et le facteur de réussite, c'est d'avoir vraiment ce soutien de la direction. Le deuxième point de la réussite, alors les deuxième et troisième, j'ai mis effectivement, ça va être de définir le périmètre du PMO, mais aussi ses soft skills, parce que tout le monde ne peut pas s'improvisionner PMO. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le PMO, c'est un peu cette goutte d'huile qui va être entre les différents maillons. Donc, s'il n'a pas du leadership pour motiver, inspirer, guider, si ce n'est pas un bon communicant, s'il n'a pas un minimum d'influence, si ce n'est pas quelqu'un de collaboratif, s'il ne sait pas aussi s'adapter au changement, parce que forcément, ça va changer en permanence les décisions, il va falloir à chaque fois revoir les choses. Donc, s'il n'a pas un peu d'adaptabilité, et le dernier point, c'est aussi être agile en résolution de problèmes. Il faut aussi qu'il puisse aider à résoudre des problèmes rapidement. S'il n'a pas ces soft skills, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut aussi choisir le PMO. On le définit en fonction de ses périmètres, mais aussi choisir après la bonne personne par rapport à ses soft skills.
Derrière, pour réussir, il faut montrer de l'avancement et présenter des résultats rapides. J'en parlerai aussi parce que ça va être une difficulté rencontrée aussi, mais il faut pouvoir montrer des choses qui avancent au fur et à mesure. Parce que si on a l'effet tunnel comme dans un projet, eh ben, on ne verra pas l'impact du PMO et on n'arrivera pas à montrer à quoi il sert, son utilité, on va dire, entre guillemets. Et les deux derniers, en fait, c'est la confiance, la communication. Comme je l'ai dit, c'est des soft skills importants du chef de projet. Il faut vraiment qu'on puisse avoir confiance en cette personne, que ce soit un grand communicant. Je dis la transparence parce que j'ai souvent vu dans des portefeuilles projets que des fois j'ai été amenée à faire des indicateurs que j'appelle des indicateurs pastèques. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à l'extérieur pour les montrer à la direction et en fait, ils sont tout rouges en l'intérieur. Et en fait, il faut quelqu'un qui soit vraiment transparent, qui n'hésite pas à monter des problèmes. Et monter des problèmes, ce n'est pas monter des problèmes pour les monter, c'est pour trouver des solutions et travailler ensemble et les résoudre ensemble. Donc, en fait, il faut vraiment, il est là vraiment comme aideur, facilitateur. Ok, très bien. Et pour continuer, Eh ben, en fait, une clé aussi pour réussir tout ça, malgré tout, c'est une difficulté que j'ai rencontrée, c'est la gestion du changement. Parce qu'en fait, quand on demande qui veut du changement, ben, généralement, tout le monde lève la main. Et quand on dit qui veut changer, eh ben, on n'a plus beaucoup de personnes qui veulent changer individuellement. Parce que le oui, changement, effectivement, c'est compliqué. Et on le vit tous, et moi aussi. En fait, on connaît tous la courbe de deuil, la courbe du changement, où ben, quand on est face à un changement, il y en a qui vont très, très vite par rapport à ces 4 étapes. Il y en a où c'est plus long par rapport à ces 4 étapes. Et il faut connaître cette courbe du changement parce que forcément, quand on met en place, moi qui ai mis en place un PMO, eh ben, j'ai eu dans les personnes avec qui j'ai dû manager ou les parties prenantes qui faisaient partie de tout ça, j'ai eu des personnes dans ces 4 cadrans qui ont traversé ces 4 cadrans de façon vraiment différente. Il y en a qui, au bout de 3 ans, étaient toujours dans le encourager. J'en ai qui étaient toujours encore dans la remise en question parce qu'ils avaient du mal à l'accepter. Et en fait, c'est très, très long ce changement et ça dépend vraiment des personnes. C'est vraiment personne dépendante et les personnes vont le traverser de façon différente. Donc après, c'est ce qui est marqué en rouge, hein. Le but, c'est quand on va commencer, c'est de faire beaucoup d'informations. Après, c'est vraiment guider parce qu'il faudra vraiment expliquer aux gens, les guider, les accompagner. Après, les encourager pour les remobiliser. Et après, c'est reconnaître leur engagement, quoi. Après, ils vont être engagés, donc c'est de les reconnaître, les aider et de les laisser faire, quoi, surtout. Et surtout ne pas minimiser cette part importante de l'accompagnement au changement dans ces côtés organisationnels. C'est une part très importante. Je l'ai vécu directement. J'ai vécu, hein, au bout de 3 ans, j'en avais qui étaient encore dans les remises en question, pour se dire. C'est vraiment Ok. dépendant des personnes et de leur façon d'être. Eh oui. La profondeur et la largeur de la courbe n'est pas la même pour tout le monde. Tout à fait. Ok, Karine, super. Et donc, pour terminer, un dernier slide que tu voulais nous partager en termes de facteurs clés de réussite et de difficulté d'un PMO. Tout à fait. Donc, dans ce que j'ai vécu, et je l'ai dit juste avant, j'ai dit qu'il faut avoir des résultats assez rapides et les montrer. En même temps, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller vraiment petit à petit dans la bonne direction, orienté vers un objectif clair. Parce que si on fait ça, on aura plus de chances d'y arriver. On peut pas avoir, quand on met en place un PMO, se dire, demain on aura l'outil de portefeuille, demain on saura prendre des décisions, demain on aura tout de suite et les gens iront mieux. Ça prend du temps, il faut y aller étape par étape, il faut donner des informations petit à petit. Il ne faut pas avoir l'effet tunnel où on montre rien. Il faut vraiment bien définir son plan de mise en place pour vraiment y arriver. Et ça a vraiment été pour moi, qui était la première fois qu'ils mettaient ça en place, hein. Au début, j'ai grillé les étapes et après, je me suis remis en arrière en disant, OK, maintenant, je vais le refaire dans l'autre sens et je vais y aller petit à petit. Mais en le mettant petit à petit, si tu peux mettre après des animations derrière, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a beaucoup d'attentes aussi qui sont générées. Et la première des choses, dans les difficultés rencontrées, c'est que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de prioriser et de décider. On le vit tous, on a trop de projets en parallèle
les équipes sont débordées, on a du mal. Et généralement, on dit décider, c'est renoncer. Moi, j'aime pas dire ça. J'aime bien dire que décider, c'est choisir et assumer. J'aime pas dire que c'est renoncer à quelque chose, parce qu'on renonce pas à quelque chose, c'est juste qu'on a décidé, on a choisi de faire ce qu'on avait faire et on assume ce qu'on a décidé de faire. Donc, la première des choses, et c'est les souffrances que moi j'ai vécues, et encore quand je suis partie, c'était un des sujets qu'on était en train de travailler, c'est vraiment comment bien prioriser et décider. Et quand je dis prioriser, c'est pas de dire je mets des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, c'est avoir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. C'est-à-dire j'ai un projet numéro 1, un projet numéro 2, un projet numéro 3. Parce que généralement, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on fait P1, P2, P3 et on en a 50 en P1, 20 en P2 et 30 en P3. Mais comment on décide dans les 50 en P1? Eh bien, on ne sait toujours pas. Et la priorisation, c'est difficile et très compliqué, hein, et on a du mal à la faire, mais c'est vraiment de dire j'ai un 1, un 2, un 3, un 4. Mais c'est difficile à mettre en place dans cette courbe du changement. Eh oui. Le deuxième point important et que toutes les entreprises en souffrent et que j'ai souffert aussi parce qu'on n'avait pas réussi à le mettre en place encore à 100%, c'est la planification et la gestion des ressources. On arrive très bien, alors de plus en plus, on arrive très bien à chaque chef de projet arrive à avoir un planning, arrive à gérer ses ressources, mais après, la difficulté bien souvent qu'ont les entreprises, c'est concaténer toutes ces informations pour qu'au niveau du portefeuille, on a une vision claire de toute cette planification et de la consommation globale de toutes les ressources et pas au projet unitaire, mais par rapport à l'échelle de l'entreprise. C'est de dire, dans ce service, j'ai par exemple mes 80% de personnes qui sont affectées à différents projets et j'ai qu'une bande passante de 20%. Donc, je pense qu'au niveau des projets, les chefs de projet le font très bien. Ils arrivent à avoir des choses. Ils sont souvent en souffrance de manque d'outils. Mais après, c'est d'avoir cette gestion concaténée des ressources pour donner une vision complète. Et le dernier, ça rejoint la résistance au changement, hein, c'est cette gestion des attentes. Généralement, quand on va mettre en place un PMO, et je l'ai vécu, les gens vont se dire, OK, ça va être une tour de contrôle, donc elle va contrôler tout ce que je fais. Et sa deuxième mission, c'est me donner le template. Donc, je vais l'appeler et ça va être ma secrétaire. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais lui dire, donne-moi le template que j'ai besoin parce que je dois faire ça demain et j'ai pas de template pour le faire. Donc, qu'est-ce que tu peux me le donner? Donc, il faut faire attention aussi que le PMO, ce n'est ni une secrétaire ni une tour de contrôle. Il est là pour vraiment donner cette vision, accompagner, coacher. Il est là pour faire avec les chefs de projet les choses, parce que comme je l'ai dit avant, c'est des chefs de projet qui vont l'utiliser, donc ça ne sert à rien de leur imposer des choses, c'est à eux aussi de dire leurs besoins, de créer ce besoin avec le PMO qui va le construire effectivement, qui va le mettre en place, qui va le développer. Mais il faut faire attention dans cette gestion des attentes, parce qu'à créer trop d'attentes aussi, les personnes peuvent se dire moi, j'aurais préféré que le PMO il fasse ça, 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 le chef de projet, alors, parce qu'il est en souffrance sur des choses, alors que la première des choses, c'est déjà bien de définir la base. Et notre base, ça va être notre process, nos outils, notre gouvernance, redéfinir les rôles de chacun pour pouvoir décider après. Et généralement, les attentes que vont avoir les personnes par rapport aux attentes de la mise en place ne vont pas être tout à fait alignées au départ. Et forcément, dans tout ça, le point important, c'est le support de la direction. Je vois aussi dans le chat qu'il y a une question en disant la période de diagnostic a duré combien de temps environ? Je vais être honnête, nous, on en a fait 2. Pourquoi? On en a fait une quand on a lancé le projet. Je pense qu'on a pris à peu près 6 mois. On l'avait fait avec une société externe. 6 mois, on avait appelé ça du lead time développement. L'objectif, ce n'était pas que la mise en place des projets, c'est-à-dire c'était vraiment tout le process de développement incluant l'innovation, le support, l'organisationnel. On l'avait fait une première fois et on l'a refait, on va dire, 7 ans après. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était devenu une entreprise qui était devenue globale. C'est-à-dire qu'au début, quand on l'a fait, on était très local. On était Pfeiffer Vacuum Annecy. Et en fait, 7 ans après, quand je suis devenue Global PMO, on était devenu une entreprise globale. Et à ce niveau-là, il a fallu refaire l'état des lieux parce que des sites étaient très avancés, des sites n'avaient rien. Et il a fallu recomparer, regarder ce qu'il y avait. Il y avait 2 sites qui étaient avancés, mais de façon totalement différente, avec des règles différentes. Donc, il fallait réaligner.
Et la deuxième fois, quand on l'a fait, ça a pris à peu près 6 mois aussi. Donc voilà, peu de choses près, c'était à peu près 6 mois pour vraiment avoir un bon diagnostic, savoir où on va. Ça s'était passé par des workshops, passé par des interviews face-to-face avec les gens, pour ne pas avoir qu'un ressenti de certaines personnes, mais d'avoir vraiment la vision de toutes les parties prenantes pour savoir vraiment les difficultés de chacun dans cette gestion de projet et cette mise en place de PMO. Ok, c'est super bien, super clair. Merci beaucoup, beaucoup, Karine, pour ce beau témoignage. Euh, on peut peut-être prendre 5 minutes de temps s'il y a des questions qui arrivent. On est bien dans notre timing, donc c'est vraiment parfait. Une belle qualité de PMO, de respect timing. Bravo, Karine. Caroline, si tu peux peut-être, s'il y a des questions qui remontent, nous les partager pour que on puisse en discuter ensemble. J'en vois un, donc je vais y répondre. Allez, Caroline, vas-y. je vais te faire. Donc, la dernière question qui a été posée, c'est quel outil info, monday.com, Asana, MS Project? Donc, à mon avis, alors, moi, quand j'ai fait, comme j'ai dit au début, j'ai un peu brûlé les étapes. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu tout mettre en place et ça a été trop rapide. Et après, je me suis dit, je ne peux pas tout faire. Donc, en fait, au tout début, pour donner la vision du portefeuille projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu, à minima, donner la vision à la direction de tous les projets qu'il y avait en cours, dans quel état ils étaient, comment ça se passait. Et j'ai créé, en fait, avec une société extérieure, un outil très simple qui était sous SharePoint pour donner déjà une vision de tous les projets, tous les KPI, la grosse timeline, j'appelais la timeline view, pour dire que c'était juste la vision de chaque milestone, pour donner déjà une première vision complète. Je ne pouvais pas aller dans un outil très compliqué à mettre du planning parce qu'il y a vraiment un gros change management derrière, mais mon parti pris était déjà de donner une vision du portefeuille. Donc moi, j'avais utilisé un SharePoint que j'avais développé avec une société extérieure pour donner cette première vision de portefeuille. Cette vision de portefeuille nous permettait aussi de faire des one-pagers en direct. Et comme ça, quand on était en copil, on présentait juste un one-pager de 20 minutes quand on faisait un copil projet. Donc, j'avais 1 heure de comité de pilotage, j'avais 4 projets qui passaient, ils avaient 20 minutes chacun, même support, et c'était très clair sur les sujets qu'ils devaient montrer, les risques, les KPI, pourquoi ils n'atteignaient pas les objectifs, le plan d'action qu'ils mettaient derrière. Donc, on avait fait quelque chose de très simple. Et juste avant que je parte, on avait décidé de passer à l'étape supérieure, donc de vraiment mettre en place ce côté planning. Alors, pourquoi? Parce qu'on était passé aussi au côté global et qu'il fallait quelque chose de plus global. Et là, en fait, on était passé par quelque chose que va montrer aussi juste après Alexis, parce qu'on avait décidé de passer par la chaîne critique. Donc, l'application de la théorie des contraintes dans les projets. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On peut prendre 2-3 minutes, donc n'hésitez pas. La deuxième question, voilà, c'est taille approximative du portefeuille de projet en nombre de projets et ou montant invest considéré. Alors, moi, j'avais dans mon portefeuille de projet, si je prends un niveau local, si je vais partir à un niveau local, j'avais à peu près 30 projets en local. Alors, quand je dis projet, c'était que des projets de développement de nouveaux produits. On avait focalisé au départ sur les projets de développement de nouveaux produits, qui étaient beaucoup trop, hein, par rapport à la structure qu'on était et par rapport aux ressources qu'on avait. Le montant, alors je vais donner des exemples, mais par exemple, j'avais des projets qui duraient sur 5 ans à 20 millions par projet, sur la totalité du projet. Donc après, suivant les phases du projet, les montants étaient totalement différents, quoi. OK. Quels outils pour les petites structures avec des petits budgets? Alors, je n'ai pas forcément la réponse à ça. Comme je l'ai dit, ce que j'ai fait, moi, pour être très simple au début et pour ne pas mettre en place des choses trop compliquées, je suis partie sur une solution simple qui était un développement SharePoint, qui était là déjà pour donner une première vision. Après, je n'ai pas forcément en tête tous les prix des outils. Après, il faut savoir quand on dit ça, avant de parler outils, moi j'aime bien dire c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que suivant le besoin qu'on a, après l'objectif, c'est de dire quels sont les outils qui vont répondre aux besoins. En disant ma priorité c'est ça, ça, ça.
J'ai plusieurs outils sur le commerce comme Monday, on a parlé de Monday, on a parlé de choses Monday, comme ouais. ça, mais ça va dépendre vraiment de qu'est-ce qu'on a besoin et par rapport seulement aux besoins, on va décider de l'outil. Et après, effectivement, on regardera le côté financier aussi des outils qu'on a besoin. Mais il faut y aller step by step. Mettez pas un outil très compliqué dès le départ. Je l'ai fait quand je revois une question d'avant. Au tout départ, j'avais mis SMS Project. On n'a pas réussi et on a essayé 3 fois l'implémentation. C'est un outil qu'on a jugé par rapport à une structure trop compliquée à mettre en place. Effectivement, la question avec quelle intention je veux mettre un outil est méga importante. Il ne faut pas mettre la tête trop vite dedans. Parce qu'effectivement, entre dire je veux avoir une vision planning portefeuille, je veux avoir une vision avancement par rapport à un process, je veux avoir une vision gouvernance, pilotage, les réponses ne seront pas les mêmes et il faut vraiment réfléchir sur ce pourquoi. Et ça, c'est ma wishlist au Père Noël. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y avait encore une question. Je réponds avant à Damien en disant MS Project abandonné, cela signifie planning sous Excel. Non, en fait, ce qu'on n'avait pas réussi à faire, c'est que j'avais mes chefs de projet qui géraient bien leur planning sous Excel. Par contre, le Work Package Leader gérait pas forcément de planning et du fait, à la fin, je n'arrivais pas à concaténer les informations de toutes les ressources. Donc, ça rejoint la question de Perrine derrière, comment gérer ou amener les gens à consolider les ressources. La première des choses, c'est d'avoir un outil commun et que tout le monde travaille sur ce même outil. Et c'est là où c'est la courbe du changement et les difficultés. Il faut réussir à amener les gens à ce que tous les jours, ça prend 5 minutes quand c'est tous les jours, à vraiment rentrer dans cette partie planning, à updater les plannings. Des outils de la chaîne critique comme Lynx, que tu ne vas pas montrer, mais que Lynx est un outil de la chaîne critique, le fait très bien. C'est qu'en fait, il construit un planning et tous les jours, il envoie des petits messages aux gens en disant tu es sur la chaîne critique ou tu as une tâche à faire. Est-ce que tu confirmes que tu vas bien finir cette tâche dans ce délai, quoi? Et en fait, ça permet vraiment aux gens de s'impliquer dedans. Ok. Et je vois une deuxième question de Damien. Allez, Si je fais la dernière. Ça sera la dernière La question. concaténation de l'ensemble des plannings du Work Package Leader du projet. Pour moi, ça va dépendre vraiment des structures. Dans celle où j'étais, le chef de projet concaténait l'ensemble des plannings du Work Package Leader parce que c'est son projet. Donc, c'est le chef de projet qui concatène les plannings de ces Work Package Leaders. Par contre, après, il y a plusieurs dimensions parce que le chef de service va concaténer les plannings de ces Work Package Leaders qui sont dans le service pour savoir combien ils sont pris par les projets et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à côté. Et le PMO pour donner la vision globale. Damien, tu as plein de questions. Si tu veux, on peut se contacter après. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Eh ben, merci encore beaucoup, Karine. C'était vraiment très riche, très intéressant. Et pour conclure ce webinaire, je voudrais juste montrer quelques éléments en complément de ce que nous a partagé Karine et qui vont vraiment dans le lien au niveau du fond de ce qui nous a été présenté en termes de rôle attendu d'un PMO. En fait, il y a cette logique qu'on retrouve que le PMO va être là pour faire de l'appui process sur les méthodes, sur les outils projets. Donc, c'est vraiment ce côté de support pour aider dans le comment travailler sur les projets. À côté de ça, il y a un aspect qui est important. Karine en parlait sur le côté de formateur, de coach. C'est ce tutorat, cette formation, ce coaching, d'accompagnement et d'aider les parties prenantes également à évoluer en compétences dans leur métier. Il y a ce côté également de veille, de s'assurer que le niveau de compétence qu'on a dans la structure est toujours adapté à la façon dont on évolue et le PMO doit aider à cette évolution-là. Là, sur ces points, les liens avec le PMI sont super intéressants également. J'ai en souvenir, Karine, le travail qui avait été fait pour accompagner les chefs de projet à l'assertif PMP. Ça les pousse également dans ton compétence, ne serait-ce pas l'assertif, mais également pour maintenir leur certification avec les actions à mener pour montrer qu'on est toujours dans le système, qu'on regarde vers l'externe, qu'on essaye d'évoluer. Et ça, c'est vraiment important de faire grandir. Le troisième point, c'est le côté que tu as cité sur ce management d'un portefeuille, vision multi-projet, et avec le management des ressources associées.
Et ce point sur la prise en compte des ressources, et notamment des ressources critiques dans le système, est important pour prioriser, comme vous l'avez cité, puisque c'était un des mots qui était ressorti clé dans le premier nuage de mots qu'on a fait au tout départ. Et enfin, avec tout ça, eh ben, le PMO va pouvoir apporter de l'aide, du support au niveau direction, au niveau stratégie pour aller prendre les bonnes décisions et justement pour aller vers cette priorisation. Donc voilà, en gros, de notre point de vue, 4 rôles importants qu'on retrouve d'un PMO et qui font fortement du lien avec ce que Karine nous a présenté. Sur la place dans l'organisation, en fait, on part de cette vision stratégique avec la roadmap qui est définie par la direction. Un autre schéma, comme Karine le citait, c'est qu'on a des tas d'idées de projets qui arrivent et qui peuvent venir de demandes de clients, demandes de l'externe, qui peuvent venir de demandes d'exigences réglementaires, qui peuvent être des idées internes, projets internes qu'on lance. Et en fonction de ça, il faudra se poser les bonnes questions dans le bout de l'entonnoir sur qu'est-ce qu'on va rejeter parce que ce n'est pas prioritaire. Qu'est-ce qu'on va garder, mais on le garde dans le pipe, mais on ne le lance pas, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Et qu'est-ce qu'on va lancer feu vert, et notamment la gestion du portfolio, comme Karine le citait, c'est de s'assurer qu'on va bien faire les bons projets. Et une fois que les projets sont sélectionnés, c'est décliné. Et le project management, maintenant, c'est s'assurer qu'on va bien faire les projets qui ont été sélectionnés au niveau du portfolio. Le PMO est vraiment, j'aime beaucoup ton image de ta goutte d'huile, là, va et aider les engrenages à bien tourner ensemble pour prendre ces décisions-là. Et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est de tomber dans une réalité qu'on vit tous dans nos projets et portefeuilles projets. C'est cette image. Et ce coup-ci, on reste dans la BD, mais on change avec Astérix, où tout le monde va se battre dans de l'allocation des ressources parce que pour chaque chef de projet, son projet, c'est le plus important du monde. Et que du coup, j'ai besoin que la ressource travaille en priorité sur mon projet. Il y a un moment donné, il faut un système global d'arbitrage pour éviter de tomber dans ces dérives. Le PMO doit nous aider dans cette logique-là. Et en termes de gestion de priorité, nous, on aime bien positionner la démarche dans la priorisation sur 2 critères qui font beaucoup de liens. Le premier, c'est, je vais les citer comme ça, allez, je vais mettre le premier, ça serait plutôt celui-là, la contribution au but. C'est-à-dire déjà d'être au clair dans l'entreprise, dans l'organisation, sur notre finalité. Quel est notre but? Et en fait, ça devrait être le premier point pour se donner de la priorité. Qu'est-ce qui contribue fortement au but? Qu'est-ce qui y contribue moins? En deuxième critère à prendre en compte, c'est là qu'il faudra se questionner sur de la ressource, sur de la faisabilité, et notamment sur quelles sont les ressources qui sont les ressources contraintes, les ressources critiques de notre système, et qui sont des ressources légitimes. C'est-à-dire que ne nous mettons pas des fausses contraintes sur des choses qui sont faciles à changer ou à améliorer. Par contre, certaines ressources sont critiques, notamment faisons attention que la ressource qui va créer de la valeur dans le système, c'est la ressource critique. Quand on se pose des questions sur les projets, sur ces 2 axes, en quoi ils contribuent au but et en quoi ils vont impacter cette contrainte, on peut se poser la question que la zone de priorité 1 dans les projets à lancer, forcément tous ceux qui ont une forte contribution au but et en plus qui n'impactent pas ou peu notre ressource critique seront des priorités 1 au niveau de la priorisation donc, de nos projets. Et ensuite, dans le schéma, on va retrouver différents niveaux avec derrière priorité 2, si c'est possible, c'est tout ce qui est fort impact sur le but et impact sur la contrainte principale. OK, mais on regarde comment mieux la gérer et la protéger, mais ça devient de priorité 2 à lancer. Pour avoir la priorité 3 qui serait ici, et enfin le niveau de priorité 4 qui serait donc le moins prioritaire, c'est forcément le projet qui, d'une part, ne contribue pas fortement au but, et d'autre part, qui impacte fortement notre contrainte principale, puisque la contrainte principale devrait être mise en priorité sur ce qui va plus contribuer à l'atteinte d'autres finalités. Donc ça, c'est une petite matrice d'aide qui reprend des éléments que tu as cités tout à l'heure, Karine, et en fait, nos différents projets pourraient être positionnés dans cette matrice pour pouvoir gérer ce portefeuille et après, du coup, nécessiter de mettre en place une gouvernance pour gérer tout ça. Et c'est l'idée de ce qu'on va retrouver derrière, avec une gouvernance qui est plutôt stratégique au niveau de la revue du portefeuille, où l'idée, là, c'est vraiment de clarifier ces éléments de la petite matrice qu'on a vue précédemment, avec la roadmap, les ressources contraintes
et derrière ça, où on priorise, comment on priorise les projets à réaliser. Et après, on a une gouvernance qui est plus opérationnelle, qui se fait et au niveau du portefeuille, sur de l'arbitrage, sur des conflits qu'on peut avoir entre différents projets. Mais ce coup-ci, les projets sont dans les tuyaux et on va regarder comment gérer tout ça et arbitrer de la problématique qu'on peut retrouver sur de nouveau de l'allocation de ressources sur des projets, l'avancement, le multitâche, etc., etc. Et enfin, on a une gouvernance opérationnelle qui, ce coup-ci, n'est pas au niveau portefeuille, mais au niveau projet en tant que tel, où on va retrouver dans le système, s'assurer que les ressources sont disponibles, la prise en compte des aléas, la maîtrise des risques, l'engagement des équipes, qui fait partie du management de projet classique que l'on connaît. Tout ça, on retrouve à ce niveau-là. Gouvernance stratégique est vraiment pour gérer le haut de l'entonnoir qui fait qu'on doit prioriser toutes les idées, toutes les demandes qui arrivent. Et la gouvernance opérationnelle est après, maintenant que les projets sont démarrés, eh ben, on y va sur la gestion du portefeuille et sur la gestion après de chacun des projets. De nouveau, le PMO va être ici en clé de voûte du système pour faire tourner tous ces éléments-là. Et enfin, donc, on a tendance à dire sur cette gestion de projet et de portefeuille, les deux sont très intimement liés. En fait, on veut optimiser la valeur créée par le portefeuille. Pour ça, il faut déjà maîtriser le flux d'entrée, c'est maîtriser toute cette quantité d'idées, de projets qu'on voudrait lancer. Ensuite, il faut un travail qui est important, c'est la qualité de la planification et l'exécution du projet. On ne peut pas bien travailler sur un portefeuille si on ne sait pas bien planifier et réaliser chacun des projets. Ensuite, on a besoin d'avoir un système d'arbitrage, prise de décision, qui est important et sur lequel, notamment, un chef de projet et son équipe n'ont pas l'autonomie nécessaire pour le faire sur tous les points. C'est là qu'ils ont besoin d'appui autres tels que le sponsor, comme le citait Karine, mais également appui avec le PMO. On a besoin d'avoir une vision globale du système, de l'ensemble de son portefeuille dans le pilotage et des indicateurs d'alerte, notamment pour pouvoir prendre ces bonnes décisions et qui vont impacter de nouveau ces flux d'entrée. Des petites images associées, là, c'est vous voyez, c'est ce côté d'entonnoir et de goulot d'étranglement qu'on a dans le système, avec après des indicateurs qui doivent nous aider pour prendre les bonnes décisions et actualiser ces données durant la vie des projets. Pour faire un système d'arbitrage, on prend les bonnes orientations. Et enfin, cette vision globale, c'est une vision de l'ensemble de nos projets, comment ils sont positionnés dans ce système-là. Et je vais terminer avec deux derniers slides. Le premier, qui est cette vision sur ce côté projet, multi-projet. Il est important de bien travailler sur la maîtrise d'un projet avec les méthodes et outils projet. Travail important entendu d'un chef de projet. Le PMO va aider sur ce point-là. Mais il est également important de travailler sur les outils qu'on doit mettre en place dans la structure, sur la vision du portefeuille des projets. Et en fait, il faut bien voir que de bien travailler sur les outils projets, ça va forcément nous aider également pour apporter des gains sur le portefeuille et l'optimisation des projets en soi. Pour bien maîtriser son portefeuille, il faut mettre en place des outils, des process en conséquence, mais de savoir manager un projet va nous aider également à fiabiliser ce portefeuille. Et à l'inverse, de bien mettre en place un système de gestion du portefeuille va nous aider d'apporter des gains sur les projets, sur chacun des projets. Le PMO est là pour ça, pour assurer ce va-et-vient entre le projet et le portefeuille. Et c'est cette fameuse goutte d'huile que tu as citée, Karine, tout à l'heure, pour aider à faire de sorte que tout ça, ça tourne le mieux possible. Enfin, en finale, un constat commun, on voit tous qu'on travaille dans des environnements qui sont VUCA, qu'on connaît bien, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. On sait qu'il y a de la variabilité dans les projets, on sait qu'il y a des aléas à gérer. La finalité n'est pas de dire qu'on va supprimer la variabilité et les aléas, ce n'est pas possible. La finalité, c'est de dire on va vivre le mieux possible avec cette variabilité et avec ces aléas. La vraie vie des projets est dans l'image du rafting, là où ça va brasser. Il faudra s'adapter, il faudra être flexible, il faut avoir une gouvernance adaptée, il faut des boucles courtes de suivi et d'arbitrage. Et le PMO va nous aider dans tous ces éléments en prenant en compte et le projet et le portefeuille des projets.
Voilà ce que on avait à vous dire. Avant de conclure, je vais revenir là-dessus tout de suite derrière. Je voudrais juste vous montrer ce dernier slide qui est sur nos prochains événements. On a deux best-of de nos formations qui vont arriver. Une qui est très prochainement, là, sur la formation sur la théorie des contraintes, sur les fondamentaux de la théorie des contraintes, qui a lieu les 14 et 15 mai sur Lyon. Donc, avec notamment un travail sur tout ce qui est ce côté de définition du but, définition de cette vision, et c'est un lien fort avec le nouveau métier de Karine sur cette vision finance avec le throughput accounting, la création de valeur et les thinking processus, qui est tous les arbres logiques qu'on met en place avec l'arbre du but, les facteurs de succès, l'identification des causes actuellement qu'on a de difficultés pour définir les bons plans d'action, et notamment tout ce travail sur l'identification des ressources contraintes dans le système et comment la protéger. Et on a une autre formation qui va arriver ce coup-ci en début juillet, les 9 et 10 juillet, toujours sur Lyon, qui est ce coup-ci sur l'application de la TOC dans le monde du projet. Et là, ça fait un point avec ce que citait Karine tout à l'heure, avec notamment une journée qui est spécifique sur la méthode de la chaîne critique, sur la prise en compte de justement protection du projet sur les ressources critiques et sur le management du portefeuille d'un projet en prenant en compte la théorie des contraintes. Enfin, on a un prochain webinaire qui arrive en début mai, le 3 mai, et n'hésitez pas à aller sur également notre site internet sur lequel vous retrouvez tous nos événements et notamment nos webinaires, puisqu'on en a un mensuel, et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille à chaque fois pour partager avec vous sur ces webinaires. Et je reviens sur cette dernière planche, et avant qu'on se quitte, puisque je vois qu'il doit être 10h01, si vous pouvez juste nous mettre dans le chat un petit point sur votre feedback, notamment sur ce que vous avez pensé de ce webinaire, avec très simplement une note de 1 à 7, 7 étant la meilleure sur votre niveau de satisfaction de ce webinaire, et ce que vous en avez pensé en un mot d'accompagnement, un mot-clé, et on pourra se quitter là-dessus. On vous laisse remplir, et en tout cas, on vous dit encore un grand merci à toutes et à tous pour vos participations, et un grand merci à toi, Karine, pour cette superbe présentation. Et un grand merci à Caroline pour ton aide support. On vous laisse. Avec plaisir. Et merci à tous pour votre participation. Merci à tous, bonne journée. Et effectivement, challenge réussi. Ça, c'est clair. Activité terminée. Bah, super. Karine, on reste en ligne un peu tous les deux 5 minutes derrière, Ouais, ça te va? j'ai des questions pour toi. Ah, génial. Oui, bonjour Karine, c'est Damien Lefebvre, celui qui a beaucoup de questions. Pas de souci. En fait, j'ai des questions un peu pratiques et en fait, je prends la balle au bond de votre proposition. Donc, on n'est pas très très loin puisque moi, je travaille chez NTN Europe. Ah, d'accord. Donc, voilà, on a pas mal de gens de chez NTN qui sont aussi chez vous, des choses comme ça. On est des clients fournisseurs les uns les autres. Et on est un peu dans cette problématique. Donc, là, c'est les prochains temps, je suis très pris, mais j'ai quelques petites questions qui sont aussi des fois des questions peut-être très, très pratiques sur le sujet des work packages, des plannings, des choses comme ça qui pourraient nous être intéressants. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi Nadège Torelli qui vient d'arriver dans mon équipe en septembre. Bonjour. Et en fait, vraiment, quand on voit ça comme ça, on se dit que je l'ai mis dans sa lettre de mission en animation métier chef de projet industriel, sauf qu'en fait, je suis en train de la faire devenir un PMO en fait. Et c'est pour ça qu'on serait peut-être un peu intéressé, peut-être avoir 2-3 questions ou peut-être 1 ou 2 échanges. Et on prend contact avec vous directement, avec les coordonnées que vous avez laissées au début. Comment... Ouais, vous pouvez aussi sur LinkedIn. Vous me trouverez sur LinkedIn, on peut se connecter sur LinkedIn et puis après on prévoit les échanges et puis on regarde et on s'organise tout ça, il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup. Moi j'ai mis 10. Au plaisir. Je ne sais pas, mais j'ai mis 10. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je vois qu'une personne demande s'il est possible d'avoir les slides. Karine, est-ce que pour toi c'est un souci de diffuser des slides ou pas?
Faut que je pense pas, mais je vais demander quand même, quoi. Ok, on vérifie, en tout cas, on ne s'engage Ouais. pas là-dessus tout de suite, on vérifie et Ouais, on mais je vous pense pas parce que et c'est on tiendra mon en pression. expérience à moi, tu vois, c'est Ouais. des trucs que j'ai fait moi. Ok, Mais je demande quand même. Et ouais, c'est bien. que je sois sûre de la politique. Oui, exactement. J'aime bien avoir les politiques internes. Je vais couper déjà l'enregistrement. Alors, arrêtez l'enregistrement.